et l'humanité. Là, je ne suis pas d'accord, parce que bon, je vais parler en langage darwinien, donc je ne crois pas à la théorie darwinienne, mais c'est la manière de se faire comprendre. C'est qu'en réalité, l'évolution a fait que les créateurs, ceux qui apportent quelque chose, éprouvent du plaisir à laisser trace pour servir l'espèce. C'est précisément ce plaisir qu'ils ressentent, n'est pas de l'égocentrisme. Ils ont été sélectionnés, conditionnés à éprouver ce plaisir parce que ça rend service à l'espèce. C'est le fameux jeune égoïste, hein, qui rend service à l'espèce. Il n'est pas égoïste en apparence. Oui, c'est un peu la théorie de Schopenhauer aussi. C'est l'espèce qui nous manipule en quelque sorte. Tel grand créateur va être apprécié, ça fera du bien, ça fera avancer l'espèce. Et pas forcément l'individu. Non, mais même s'il s'en rend pas compte. Oui, inconsciemment même. Oui, enfin, oui, c'est tout à fait défendable. Alors, d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé, qui veulent rajouter des choses, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu, il ne faut pas être prisonnier non plus de la lettre, d'autant plus que c'est un sujet très poétique, on peut l'interpréter un peu comme on veut. On peut le prendre de différents aspects. Voilà, on n'est pas cartésien ici. Oui. Juste un mot par rapport aux traces que laisse l'être humain en ce moment sur la planète. Des traces d'espèces, l'extinction de la biodiversité, on serait condamné d'une manière presque certaine pour certains. J'avais juste envie de dire ça, comme quoi on est des artistes extrêmement brillants, c'est une évidence. Et comme il est vraiment le chef-d'œuvre de la création, ça c'est encore une évidence, et donc on pourrait peut-être essayer d'arrêter de faire des traces et la baisser un peu en arrogance. Je crois que le drame, si on reste dans cette très belle métaphore artistique, je crois que le drame de l'humanité, c'est que nous sommes des artistes picassiens qui se prennent pour Picasso, qui n'est pas Picasso qui veut, parce que Picasso, au moins, il a cette honnêteté de dire, dans son cas, qu'il ne crée pas, que son œuvre picturale, c'était une somme de destruction. Il a dit, et ça se voit, voilà. Et on pourrait dire la même chose sauf que c'est moins beau, enfin c'est moins intéressant, pour l'humanité dans son ensemble, qui n'arrête pas de détruire les espèces. C'est des conséquences. Oui, c'est des conséquences, c'est un fait, oui. Mais là, c'est l'opposé. À force de vouloir laisser des traces avec des monuments, des villes, de la technologie, des choses comme ça, on détruit d'autres traces, les traces animales, végétales, etc., qui disparaissent de plus en plus. C'est un véritable, comme on pourrait dire, nature aussi. Voilà. On retient un mot, mais voilà. C'est un carnage. Je suis bien d'accord. C'est une calamité. La trace de la pensée. Oui. J'ai fait un enregistrement quand même. Ah, super. C'est l'intervention principale. Formidable. Donc il y aura une petite trace. Ah, c'est vrai? Ils ont fait? Oui. Il y aurait une véritable trace. Ah, d'accord. Sur accord.philo.free.fr, je remets toujours si possible. D'accord. Est-ce que le Bouddha a cherché à laisser une trace? Parce que sa philosophie, c'est une philosophie de l'échappement, si on peut dire. On peut être dans une pièce. Oui, parce qu'en fait, c'est pas lui, il n'a rien écrit, effectivement. On pourrait dire la même chose pour le Christ. Ce sont ses disciples qui ont repris ses paroles et qui ont développé par la suite. C'est possible. Alors, c'est oui et non, parce que c'est très subtil. En même temps, il annonçait quand même, il n'était pas venu créer une religion, évidemment, le Christ non plus, faire le parallèle. Mais il venait amener quand même un message, il avait quand même, en quelque sorte, ce sentiment, il me semble, d'être celui qui a la solution à la souffrance du monde. C'est l'échappatoire. Oui, peut-être, oui. Oui, après, c'est l'égoïsme qui en fait des traces, effectivement. Mais le Bouddha, pas forcément. Oui, c'est une bonne question, effectivement. Alors que certains créateurs de religion, ils ont clairement le projet de laisser une trace. Si on prend le cas de l'islam, oui, c'est clair. Il veut laisser une trace. Oui, certainement. Moi, je ne suis pas d'accord. Tous Pas les forcément, prophètes, mais plaisir. que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, ils avaient des disciples et ils voulaient convertir les gens à leur religion. Donc, c'est vraiment une trace. Oui, on n'est pas... C'est vrai, ça peut être ça. Mais on ne sait pas. Disons que le Bouddha est un meilleur exemple que le Christ, parce que le Christ, malgré tout, je crois qu'il voulait quand même laisser une trace. Mais dans les récits de livres, oui, Moïse aussi, c'est clairement laissé une trace. Il a dit, elle a été convertie. Et pour le Bouddha, c'est plus ambigu, il y a plus de...
L'interrogation. Il a quand même passé la c'est-à-dire prêcher quand même. Hein. Oui, Après il avait 80 ans, des disciples. il aurait pu Il rester avait sous des un arbre. disciples. Oui, il avait des disciples quand même. Même Même pour le Bouddha. convertir et Oui, il a Chercher à raison. laisser une trace quand même. C'est net. À la limite, ça serait plus pour Lao Tse, justement, qu'on pourrait se dire, parce que c'est tellement énigmatique le Tao Te Ching. Peut-être que Lao Tse, lui, n'a pas vraiment cherché. C'est plus ambigu. Lui, c'est le. Voilà. Lui serait un meilleur exemple que Bouddha, je pense. De quelqu'un qui a été érigé en fondateur de spiritualité, de sagesse ou même de religion, pour certains. Parce que le taoïsme peut se vivre comme une religion. Hein. Ça récupérer un peu, ouais. Vous avez des prêtres taoïstes. Peut-être que Lao Tzu n'a pas cherché à laisser de traces. Lui n'a pas Je dirais cherché. que le Bouddha, c'est l'anti-trace. Pour lui, la solution, c'est s'échapper du cycle des réincarnations, en finir avec ce monde. C'est vraiment Lao Tzu, bon, il n'a pas cherché à ses traces, mais il a fondé une philosophie qui ne pouvait pas ne pas laisser de traces. Il Oui, n'était pas c'est un contre. livre, quoi. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Chaque cas est différent de leur question. En prenant les fondateurs animés de religion. Quant au Christ, il a dit clairement allez convertir toute la terre au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors il a donné ordre à ses disciples. Oui, il y avait quand même une forme de prosélytisme. Et c'est complexe. C'est La complexe. première grande religion prosélyte. C'est complexe. D'autres interventions? Moi. Oui. Alors, je trouve que c'est assez curieux qu'on en... C'est assez curieux. On le reconnaît pas. C'est assez curieux que on n'emploie que le mot trace. Parce que la langue française, quand même, permet d'autres expressions. Parce qu'on dit, alors, il y a les traces d'en haut, il y a les traces d'en bas, etc. Moi, je propose qu'on emploie deux autres mots pour distinguer empreinte. Quelle est la différence entre l'empreinte et la trace, et l'exemple. C'est-à-dire une œuvre qui est exemple. Parce que là, les gens, je m'aperçois qu'à force d'utiliser le même mot, on finit par ne plus savoir de quoi on parle. Parce que, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, quand on marche sur le sable, on laisse une trace. Hein, donc tout le monde, j'ai insisté, tout le monde laisse une trace de toute façon. Et en même temps, ça n'est pas la même chose. Par exemple, vous parlez tout à l'heure du disciple. Tout le monde n'a pas des disciples qui veut. Hein, on a l'impression que tout est une question de volonté. Je veux laisser une trace, je veux avoir des disciples. En réalité, ce sont des choses qui vous sont accordées ou pas par les autres. Et même quand on prend l'exemple de l'éditeur, le fait de proposer un livre à éditer ou même de le publier, c'est pour savoir si on va laisser une trace. Parce qu'il ne suffit pas de publier un livre pour que ça reste indéfiniment. Donc, il y a plusieurs niveaux. Publié, même s'il se vend presque pas, il existe, il est répertorié. Oui, mais il peut être mis au pilon, enfin, il peut n'importe quoi. Ou alors il est répertorié au dépôt légal. Mais enfin, c'est pas... Il existe comme auteur. Et puis alors, il y a un troisième, un autre problème, c'est on emploie le mot développement durable. Hein. Alors, c'est intéressant la notion de développement. Ça veut dire quelque chose qui est durable, qui va durer. En anglais, il dit sustainable. Bon. Alors, il faudrait quand même aussi réfléchir sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre durable? Qu'est-ce que c'est qu'une trace durable? Quelles sont les qualités propres à une œuvre durable? Et qu'est-ce qui manque à une œuvre qui n'est pas durable? Hein? Par exemple, il y a des œuvres qui ont, je dirais, qui ont une durée de vie très courte. C'est-à-dire qu'au-delà de quelques années, c'est tellement marqué par une époque, et puis tellement les gens ont tous écrit la même chose, etc., se sont répétés, donc ça ne va pas durer, ça va être mis dans une poubelle. Donc il faut aussi faire un peu son autocritique en disant, là, tous les gens qui font des œuvres, il y a des œuvres qui ne sont pas durables, qui ne sont pas faites pour durer, parce qu'elles sont trop marquées par un moment, par une époque, par un groupe, etc., et finalement, ça ne va pas durer. Donc, il faudrait réfléchir, et je crois qu'on n'a pas assez réfléchi, pas ici spécialement, mais en général, sur quelles sont les qualités, les vertus de l'œuvre durable. Donc, c'est pas la question. Donc, laissons de côté le mot trace qui est galvaudé, on dit n'importe quoi autour du mot trace. Non, mais bref, je précise que là, moi, j'ai pris ça va de soi, la trace qu'on laisse dans le sable, c'est pas mon sujet. Là, dans le sujet, la trace, il faut la prendre au sens métaphorique. D'ailleurs, tous les thèmes, on a suffisamment parlé de métaphore, excusez-moi, mais c'est dans la métaphore. C'est une métaphore, la trace s'échapper. Il ne faut pas prendre ces mots au sens littéral, car les le rappeler, mais pour moi c'est évident. Oui, d'accord, mais même en mettant même que ce ne soit pas la trace dans le sable, le fait simplement de publier un livre ou d'écrire de faire un petit dessin, une petite musique,
c'est déjà plus... Donc ça rentrerait dans ton schéma, en quelque sorte. Bon, d'accord. Or, parmi toutes ces œuvres, puisque voilà, encore une œuvre, toutes ces œuvres, il y en a qui vont durer et il y en a qui ne vont pas durer, qui vont être oubliées et qui d'ailleurs méritent de l'être, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui fait qu'une œuvre va ou non durer? Bah, j'ai un début, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais pour moi, j'en ai un peu parlé, c'est quand même un contexte, c'est quand même une forme de hasard ou de chance. Parce qu'il y a des choses, encore une fois, alors parfois il y a des choses qui ne durent pas parce qu'elles ne sont pas de grande qualité, je suis d'accord, mais parfois il y a des choses qui vont durer parce qu'elles ont une qualité intrinsèque qui est énorme. Mais ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est vraiment le contexte géopolitique, culturel, etc. qui va jouer. C'est pas de chance. Grand artiste qui arrive trop tôt ou trop tard, par exemple. Son œuvre, elle ne va pas perdurer. Et puis il y a autre chose, il y a le phénomène, justement, on parlait du bouddhisme, de ces moines tibétains, le bouddhisme tibétain qui consiste à faire des œuvres volontairement éphémères. Parce que justement, il y a l'idée de l'impermanence de toute chose. Donc ce sont des moines qui sont des vrais artistes qui vont peindre sur du sable avec des graines de tournesol, de moutarde, enfin toutes sortes de plantes, ils vont utiliser la nature pour faire des œuvres magnifiques. Ce sont des supports, des mandalas, des supports de méditation. Puis ensuite, dès qu'il y a du vent, de la pluie, ça va disparaître. Ils vont travailler des heures, voire des jours et des nuits pour ces chefs-d'œuvre. Alors, heureusement que parfois il y a des touristes de passage qui prennent des photos. On peut les voir. Heureusement, sinon on n'aurait pas de traces de ces chefs-d'œuvre. Mais si, parce qu'il y a les gens qui les regardent, ces œuvres, et qui peuvent s'en inspirer, et qui peuvent les copier. Donc finalement, l'imitation fait que même si l'œuvre de départ disparaît, ça se poursuit, ça se perpétue à travers d'autres personnes. De même que quand on parle, il y a d'autres personnes qui vont répéter. Parfois, je suis filmé, et je suis content que les gens me disent « Ah, je t'ai vu en café ». On a assez de traces. Je peux permettre de donner deux exemples. Un exemple scientifique, c'est Aristarque de Samos qui a été le premier Héliocentrisme. à proposer un système héliocentrique où le monde tourne autour du Soleil, mais ça a été oublié pendant des siècles, jusqu'à Copernic, qui a été commandité par le pape pour réformer le calendrier, et qui a proposé de mettre le Soleil au centre du monde. Ça a mis des siècles. Deuxième exemple, alors tiré de la musique, c'est Jean-Sébastien Bach, qui est le plus grand auteur baroque en musique, bon, je trouve que ça intéresse. Et bon, il était un grand homme de son temps, il a été oublié pendant plus d'un siècle. Et c'est Mendelssohn qui l'a redécouvert en pratiquement créant, parce que ça n'a pratiquement jamais été joué, la messe en si. C'était le grand chef-d'œuvre, la seule messe catholique de Bach qui était protestant. Et là, ça a été le regain de Bach. Maintenant, on parle de Bach. Mais pendant un siècle, il a été complètement oublié. Alors, voilà deux exemples. On oublie qu'il a été oublié. On oublie parfois. Alors, madame. Alors, en fait, j'avais un questionnement, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle de gens qui sont connus. Et donc, on considère qu'ils ont laissé une trace, et apparemment une trace de valeur, parce qu'ils sont connus. On s'en souvient 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans après. Et alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Parce que, encore une fois, ça met une sorte de hiérarchie de valeurs parmi les êtres humains. Et pour revenir sur cette histoire de mandala qui disparaît, et pourtant ça laisse une trace parce que les gens s'en souviennent. Et en fait, pour moi, c'est ça, quelque part, laisser une trace, c'est en fait qu'à un moment, ce qu'on fait ou notre vie fait que ça va impacter un autre. Et après, l'histoire de hiérarchie des œuvres, etc., bon, moi, ça m'intéresse moins parce que, finalement, j'étais en train de me dire, mais finalement, quelles sont les œuvres, parce qu'on parlait d'œuvres, voilà, mais quelles sont les traces, donc, qu'ont laissé des gens qui m'ont changé. En fait, il y a finalement peu de grandes œuvres répertoriées comme grandes œuvres qui m'ont changé. Et les choses qui m'ont changé, c'est pas leur valeur intrinsèque qui m'a changé. C'est parce qu'à ce moment-là, je l'ai rencontré et que ça correspondait à quelque chose chez moi. Je m'en fous de la valeur, comment dire, qu'on décrétait, l'académie. En fait, je m'en contrefous. En tout cas, ça ne me touche pas forcément. Voilà. Je suis allée voir Monet, je suis allée voir les Nymphéas, ça m'a fait ni chaud ni froid. Bon, c'est personnel. Et
Et je me souvenais d'un livre qui a eu par contre un fort impact sur moi, à un moment de ma vie, et qui a fait que tout d'un coup je me suis mis à faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai oublié le nom de l'auteur et j'ai oublié le titre. Alors je m'en suis souvenue pendant un moment, mais c'est un livre quasiment inconnu. Sauf que moi, à ce moment-là, je l'ai lu, et qu'à ce moment-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire. Voilà, et que ça a impacté ma vie. Voilà. C'était ni Zola, c'était ni Huysmans, quoi. Voilà. Et donc, laisser une trace. Et c'était une femme qui avait écrit ce livre, par contre, ça, je m'en souviens. Elle ne sait pas. Et elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour, je prendrai son livre, je le lirai, et que, clac, je me mettrai à faire quelque chose qui, pour moi, a été extraordinaire. En fait, les traces qu'on laisse, l'impact qu'on peut avoir, on peut essayer tout ce qu'on veut, en fait, on n'en sait rien. Ça nous échappe. On ne sait jamais, en fait, ce qu'on fait, que ce soit des œuvres d'art ou autre chose. En fait, on peut y mettre la volonté qu'on veut, on ne sait pas l'impact que ça aura. Oui. Voilà. Oui, on pourrait dire justement de ce point de vue, il y a l'opposition entre laisser une trace ou s'échapper, puisque les traces nous échappent toujours plus ou moins. Nos traces nous échappent toujours. En tout cas, moi je me voyais vraiment comme un sujet existentiel, métaphysique, avec une dimension métaphysique. C'est le fait on cherche tous l'existence, c'est le fait justement de chercher à faire notre trace, à faire notre chemin, et notre chemin, en effet, il n'y a pas de moi, de valeur, il n'y a pas de notion de valeur par rapport à cela. Le chemin de chacun d'entre nous, c'est notre chemin, voilà. Mais la question qu'il y avait, c'est que malgré les efforts et tout ça, à un moment, il y a une interrogation qui se fait dans la vie, et puis, dans cette interrogation, même en dehors même de l'interrogation qu'on peut avoir à la fin de sa vie, il y a le fait de la quête du bonheur. Justement, à force de s'acharner, on s'est dit aussi, il faut peut-être quand même que je m'épanouisse un peu, quoi, voilà. C'était plus dans ce sens-là. Donc en effet, le côté artistique, en effet, il y a des tas de formes de laisser des œuvres, des choses, ça a une valeur. Pour moi, c'était secondaire. Oui, c'était plus le débat qui nous a amené sur ce terrain intéressant. Ah oui, non, mais ceci dit. Alors, pour revenir un petit peu sur l'intervention de madame et un peu là-dessus, moi je suis d'accord, et ça va rejoindre peut-être un petit peu le fait qu'on soit dans un café chaos, le fait qu'on laisse une trace, il n'y a pas forcément donc des artistes ou pas. Le fait de pratiquer un art ou une philosophie en amateur, bon, moi je donne des concerts, mais je suis forte, donc je dis bien les élèves, pratiquer en amateur un art, voilà. Je pense que déjà, là on est dans l'instant présent, et c'est une construction qui d'ailleurs construit des rapports à nous-mêmes, aux autres, etc. Et on est dans une structuration. Ça rejoint ce que tu disais d'ailleurs juste après madame. Et en même temps, par contre, donc on est dans le présent. Il est vraiment le présent, parce que ça a été un petit peu repris là. Vivons le présent, complètement en fait dévié cette notion de philosophie orientale. Et ensuite, par contre, c'est qu'un détail, hein, mais on rebondit. Quand vous dites on ne sait pas ce qui va se passer, oui, dans l'écriture, c'est vrai qu'on ne sait pas, sauf si on vient faire des signatures et encore. Mais pour la musique, par exemple, on sait. Ou si on donne des cours, c'est une autre transmission, on sait quand même. C'est-à-dire que pour là, c'est là qu'il y a une rencontre. Et on saura quand même ce qui s'est passé au moment dans la salle. Ça ne voudra pas dire qu'on est bon ou mauvais. Hein, c'est pas parce qu'on a de succès qu'on est bon, c'est pas vrai. Mais il y aura déjà le plaisir de l'échange. Donc après ça dépend vachement. C'est vrai que l'écriture c'est spécial. Par contre, quand on est musicien, et même la peinture c'est pareil, il faut aller faire le vernissage. Au moment du concert, c'est au moment X. Voilà, et c'est à ce moment-là que ça se produit, mais c'est le travail à côté. Donc là, je pense, et on n'est pas forcément obligé d'être dans le pro, etc. Donc la pratique amateur dans le présent d'une vie est très importante et elle rejoint beaucoup la philosophie d'aujourd'hui. Ce qui peut ou pas parler, parce qu'on s'approche des mots de la fin, parce qu'on sent qu'il y a une discussion, on va bientôt les faire. 5 minutes, allez. Voilà, oui, parce que ça peut prendre du temps, mais voilà. Alors, oui, alors moi j'ai plein de choses, mais ça va partir dans tous les sens. ça vous dérange.
Donc je pense déjà que l'échappement il laisse toujours des traces, surtout sur le bitume. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas tous égaux face à l'ego. C'est une question culturelle, une question personnelle, une question d'éducation. C'est voilà. Je pense que c'est pas incompatible de s'appeler Madonna ou Johnny Hallyday et de s'échapper. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler de laisser une trace égale marquer l'histoire. Parce qu'on peut, moi je l'ai un peu perçu comme ça. Et voilà, et ma dernière interrogation, c'est qu'ont construit les échappeurs ou les échappés, je ne sais pas comment on peut dire. Y a-t-il des échappeurs qui ont construit quelque chose de concret dans ce monde? Ça part un petit peu. S'il y a des réponses. Les têtes de peloton. Les têtes de peloton en échappé, là. C'est ça. Mais on peut penser marquer l'histoire, peut-être, laisser une trace, ou c'est pas Si, ça peut être lié à marquer l'histoire, c'est quand on est ambitieux, disons. Voilà. C'est la trace ambitieuse pour marquer l'histoire. Mais c'est pas l'objet précis de... Pas toujours, parce que je pense qu'un écrivain, par exemple, ne va pas forcément penser à marquer l'histoire. Quoique certains peut-être marqueront l'histoire. Mais souvent, ça arrive indépendamment de la volonté du créateur, quoi. On reste axé sur l'écriture, là, on est vraiment sur... Non, c'est pas la chose. Mais c'est rare quand même les artistes qui se disent, dès le départ, qu'ils vont chercher à marquer l'histoire, je pense. Ça se fait, mais... Ou alors, c'est vraiment les exceptions. Ceux qui sont vraiment très sûrs d'eux, qui ont conscience de leur génie très tôt. Il y en a une, je pense. Mais là, j'avoue que je ne pourrais pas dire lesquels et lesquels n'avaient pas ça. Il y a des suicides qui ont laissé plus de traces que l'œuvre de la personne qui s'est suicidée. Il y a même des auteurs qui ont eu du succès grâce à leur suicide, comme Mishima, parce que sans son suicide, Mishima il serait resté dans la sphère japonaise, hein, je pense. Il a été très connu dans le monde entier grâce, parce que c'était passé en Mondiovision, le fameux Akiri, là, dans la caserne de Tokyo. Non, il n'y a pas de suicide, même en France. C'est un exemple. Hein. Non, c'est... Voilà. C'est juste par rapport à la dernière fois, Frédéric était en interview. En face de lui, il y avait un en papier, deux écrivains. Il y avait un moine et comment elle s'appelle la dame voilà. Et il leur a dit en les regardant dans les yeux, il ne faut pas se cacher la face, hein. Quand on est écrivain, le but c'est quand même de laisser la trace. Donc lui généralisait, alors que ce que vous disiez, c'est que ça dépend de l'écrivain. Il y en a qui écrivent parce que c'est une passion, ils ont besoin d'exprimer ça, et après, si c'est bon, c'est génial, ça reste, sinon ça s'efface. Parce que vous avez le cas, vous avez aussi le cas d'écrivains qui ne veulent pas être publiés, mais c'est des amis qui vont les faire publier leurs livres. Tellement ils vont les trouver bien, ils vont faire pour eux. Donc voilà, tout à fait, tous les cas de figure sont possibles. Évidemment, là il avait raison parce que c'est des gens qui sont à un plateau de télé, des écrivains qui eux voulaient laisser une trace, forcément, sinon ils ne seraient pas célèbres à la télé, etc. Bon, dans leur cas, il avait raison, mais il ne faut pas généraliser, effectivement. C'est vrai, Jean-Luc, quand tu l'as passé avec Faites aussi. Oui, On regarde une fois la télé. Qui est un livre. Déjà, j'espère une émission qui parle au moins de mon livre sur Arte, voilà, parce que là j'ai déposé le livre. Bon, à faire à suivre. Je tiens le courant. Voilà, bon alors c'est une bonne transition pour les mots de la fin.